Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver dans cette nouvelle aventure sur Canal 3 Bénin. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans votre nouveau programme, Le Grand Canal. Cette émission vous propose un espace de débat sur les questions de société, sur les différentes transformations que subit notre société au Bénin. Et vous aurez droit à des analyses d'experts qui sont déjà d'ailleurs sur ce plateau. J'ai nommé Raouf Fagnon, vous le connaissez sans doute, enseignant, dirigeant syndical à la retraite. Michel Tchanou, c'est aussi un ancien, c'est un consultant en médias. Bonsoir Michel Tchanou. François Aoudo, expert des questions électorales, consultant médias également. Bonsoir. Docteur Karen Gayek-Bedji, parce qu'il faut faire attention maintenant avec les femmes. Ah, il y a beaucoup de lois pour vous en ce moment. Et la criette également qui veille au crête. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté de nous accompagner. Dans le public, Collins Yann, écrivain, journaliste, tout ce qu'on veut, web activiste, tout ce qu'on veut. Collins, merci beaucoup. Ben, vous êtes bien assortis avec nos amis de Radio Univers qui également vont nous accompagner. Bonsoir chers amis de Radio Univers. Voilà, nous sommes avec les jeunes étudiants en journalisme qui apprennent le métier et cette émission leur offre aussi l'occasion de se familiariser avec le milieu professionnel. L'actualité, vous le savez sans doute, c'est bien cette loi sur l'IVG. Au Bénin, vous savez, la liberté de la femme à disposer de son corps est fondamentale, mais le législateur a décidé de renforcer davantage le pouvoir de la femme en ce domaine-là, en lui donnant désormais la possibilité d'avorter sans problème, sans tabou, sans culpabilisation. L'Assemblée a voté cette loi qui modifie la loi de 2003, donc qui existait depuis bien longtemps. Nous allons en parler dans ce panel, dans cette émission Le Grand Canal, puisque le débat fait rage sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, dans les maisons, dans les bureaux, dans les véhicules, dans les taxis, dans les bus. Ici aussi, on va en parler. Vous suivrez, n'est-ce pas, le point de vue de nos différents invités. Dans cette émission, je recevrai un Béninois très brillant, un génie. Il contribue à révéler son pays. Il s'agit de Richard Gauthier Odrado, l'inventeur béninois de lunettes, d'ordinateurs et de montres connectées. Il sera là dans un instant pour partager avec nous ses inventions, sa motivation, où est-ce qu'il entend bien aller avec son génie. Cette émission, c'est beaucoup de rubriques. Vous savez, c'est une émission de débat, mais aussi de divertissement avec nos jeunes comédiens de Jésus Comedy Club qui vont nous présenter l'actualité, n'est-ce pas, de façon assez marrante. Ça va vous plaire, vous verrez. En fin d'édition, Roméo Acloso, notre monsieur réseaux sociaux, nous présentera le point de vue des citoyens sur les différents sujets d'actualité. Ce sera dans TIC Télé. Et bien pour commencer, voici le palais de discussion. Et si on en parlait? Voilà, Alpha Fayon, Michel Tchanou, François Aoudo, Docteur Gayek-Bedji. Ça va venir, forcément. Alors, j'ai envie de vous demander pour commencer, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Alpha Fayon. Ben, personnellement, je crois que je me retrouve parmi ceux qui sont pour l'avortement légalisé. Et ceci, c'est une position qui prend appui sur 3 raisons fondamentales. On va évoquer les raisons tout à l'heure. Michel Tchanou, pour ou contre? Oui, c'est une question d'éthique. Et puis, vous dites avortement, moi je préfère parler d'interruption volontaire de grossesse, parce que le mot avortement me semble plus cruel, plus cru. Mais c'est la même chose, Personne non? ne va de cœur jour pour aller interrompre sa grossesse. Donc c'est une question d'éthique qu'on va en débattre tout à l'heure, j'espère. François Aoudo. Je suis de ceux qui soutiennent cette loi. J'ai mes raisons également aussi, mais je voudrais, comme le soulignait Michel Tchanou, qu'on fasse un peu attention aux mots, parce que les mots portent une certaine charge qui parfois pose problème et non le fond. Quand on dit IVG, c'est quoi ça? Édulcore un peu? Oui, interruption. Ah bon? Alors, docteur Gayek? Je dirais que je suis à mi-chemin parmi les deux. Ah d'accord. Ni pour, ni contre. Je suis à mi-chemin quand même. Je suis 50% pour, 50% contre. Alors, quelles sont les 3 raisons, Raouf Fayon, pour lesquelles les 3 raisons pour lesquelles j'ai opté pour l'avortement provoqué, que nous appelons interruption volontaire de la grossesse. D'abord, comme première raison, je crois que ce choix sauve la vie des auteurs de la grossesse. Je veux parler de la femme et de l'homme.
deux personnes qui se sont installées dans une situation humiliante parce que n'ayant pas les moyens pour entretenir la grossesse. Donc il faut tuer pour sauver la vie. Parce que vous dites que ça sauve la vie des auteurs, y compris l'homme. La vie est sacrée. L'IVG ou avortement, c'est je ne souhaite pas la fin d'une vie. Oui, il faut sauver des vies tout en éliminant une autre. Parce que si nous ne pouvons pas entretenir la grossesse, elle sera un problème pour les auteurs tout le temps que la femme portera la grossesse. Et quelles sont les autres raisons? Les autres raisons, ce choix sauve le fœtus qui deviendra l'enfant de demain. Et qui pourrait devenir un problème pour la société. Si ses parents sont indigents, si ses parents n'ont pas les moyens pour entretenir la grossesse, ils n'auront pas les moyens pour entretenir l'enfant qui sortira de la grossesse. Donc, nous sauvons l'enfant. Et la troisième et dernière raison, c'est que ce choix nous sort de la clandestinité, nous amène à jouer le jeu de la transparence, le jeu de la rigueur dans la gestion de la vie, le jeu de la sécurité dans la gestion de la vie. Donc voilà, en gros, les trois raisons qui m'amènent à opter pour... On va écouter les explications de vote de Michel Tchanou. Écoutez, je crois que dans ce débat, il faut comprendre, il faut tenir compte des réalités. Je crois que la position de l'Église est compréhensible. Hein. L'Église est sur une corde, est sur sa doctrine interdit. On comprend. Mais l'Église pêche pour le meilleur. L'Église pêche pour l'idéal. Mais nous devons aller à l'idéal tout en tenant compte du réel, tout en comprenant le réel. Les lois de Dieu ne changent pas. Mais celle des hommes peut évoluer. L'Église est dans son rôle. Mais ne nions pas les faits. Qui de nous ne sait pas qui est les avortements, les interruptions volontaires de grossesse se faisaient de façon clandestine depuis des années. Je dois demander pardon avec beaucoup d'autres chrétiens. Beaucoup d'autres chrétiens ont des pardons à demander aux petits anges qu'ils ont fait dans les charcuteries dans nos quartiers. Et j'en ai vu, ne soyons pas hypocrites. Plein de gens que nous connaissons, plein de chrétiens, bontins, ont eu recours à cette méthode. Mais il est temps, moi j'ai regardé les chiffres du gouvernement, on dit 6 femmes béninoises sur combien meurent, et c'est la deuxième raison 200 femmes sur 200 femmes. Ailleurs c'est moins de 1 sur 4000, tout ça. Là. Tenons compte des réalités. L'avortement se fait et de façon clandestine. Si cette loi qui encadre désormais, parce que la loi n'est pas nouvelle, cette loi qui vient encadrer nous permet d'avoir un plateau technique mieux adapté, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Les révolutions sont souvent douloureuses, mais c'est un pas qu'il faut poser. Je comprends ceux qui ont encore des réticences, mais il faudrait bien qu'on en passe par là un jour. C'est un pas qu'il faut oser, mais ce pas n'est-il pas un peu osé, François Aoudou? Nous sommes au Bénin, dont on connaît les pesanteurs. Pour comment autoriser l'avortement en République du Bénin? Le pas est osé, mais je crois qu'il y a des circonstances où ce pas peut s'imposer. Et ce ne serait simplement pas un acte d'audace. Et moi, c'est le côté qui m'intéresse beaucoup plus dans ce débat. Je crois qu'il faut qu'on fasse ce débat avec un peu moins de passion. Je vais peut-être raconter une anecdote que moi j'ai vécue par rapport à un couple ami qui avait déjà eu 2 enfants, qui voulait en avoir un 3e. Bon, pour des raisons médicales, ça a pris un temps fou. La dame conçoit finalement, va faire un contrôle de routine, comme les femmes en font généralement quand elles sont en état. Et le médecin lui dit, madame, avez-vous des antécédents d'hypertension ou bien d'autres maladies? La dame dit rien. Et qu'est-ce que vous ressentez actuellement? Elle dit rien. Je suis venu faire le contrôle. Je dis, madame, vous ne rentrez pas. Donnez-moi le numéro de votre mari. On appelle le mari. Le mari vient dire, mais il faut que l'enfant descende, sinon votre femme, vous n'allez pas la récupérer. Et que heureusement qu'elle est venue par hasard faire ce contrôle. Qu'elles sont faites dans ces circonstances? Ce couple a attendu cet enfant pendant près de 10 ans. Voilà la situation devant laquelle ce couple se retrouve. Moi, ce sont ces cas-là qui m'intéressent. Ça devient un choix douloureux. Douloureux. Je ne voudrais pas qu'on voit les cas d'abus que moi je considère comme des dégâts collatéraux. C'est pour cela que je dis il faut qu'on puisse autoriser l'interruption volontaire de grossesse dans des circonstances de ce genre. Et c'est ce côté-là qui m'intéresse. Voilà, ça c'est un cas vécu. Lorsqu'on est devant une circonstance comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Il reste maintenant que les médecins et d'autres, la justice et autres, puissent jouer leur partition pour que si des femmes veulent avorter,
qu'il puisse avoir des raisons qu'elle le fasse. C'est tout mon problème, personnellement. Docteur Gagné, pourquoi êtes-vous partagé sur la question? Pourquoi vous avez du mal à avoir une position sur le sujet? Merci bien. Déjà, je ne dirais pas que j'ai une position mitigée en tant que telle. Je suis contre l'avortement quand on se lève du jour au lendemain sur un coup de tête pour aller enlever et sauter une grossesse. Ce n'est pas parce que la chose a été légalisée qu'il faut à tout va aller pour descendre des fœtus. Donc il faudrait déjà que la compréhension publique puisse l'intégrer ainsi. Mais c'est quand on se retrouve face à des situations obligeantes, telles que ce qui a été dit tout à l'heure par l'ami d'à côté, ou quand la femme se retrouve dans une posture qui l'indispose réellement dans le fond. Moi, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, ça soit légalisé parce que on aura moins de médecins, tout le monde, monsieur tout le monde qui est médecin, où nous perdons beaucoup plus de vie. Aujourd'hui, nous disons que la vie est sacrée à cause du fœtus et tout, mais les femmes qui mouraient ne sont-elles pas aussi des vies qui étaient sacrées? Donc la question part de là pour venir appuyer cette légalisation où aujourd'hui c'est comme si tu volais avant et ta mère te dit officiellement ne vole plus, va prendre désormais le poisson toi-même dans la marmite. On dira pourquoi maman me dit d'aller prendre le poisson et ne pas me laisser continuer par voler mon affaire tout doux. Mais ça décharge d'un poids. Ça décharge d'un poids psychologique parce que quand on fait un avortement clandestin, c'est tout un déséquilibre mental qui suit parce que il y a les torts, les remords qui s'installent après. Mais maintenant que c'est légalisé et que vous allez vous exposer votre situation et que le médecin trouve que ce que vous dites est pour le bien-être pertinent, et impératif pour vous, cela se fait et là, les remords sont moindres ou les douleurs sont moindres. Donc, je dirais tout simplement, légaliser l'avortement n'est pas un crime, même quand on se met dans la position éthique et morale ou religieuse. C'est vrai, aucun père ne vous dira allez tuer quelqu'un quand on se retrouve dans cette position. Mais dans le même temps, quand nous laissons la femme porter la grossesse et mourir, c'est une vie que nous tuons. Donc le péché revient d'une autre manière. Donc, il va falloir déconstruire la réalité qui était toute faite autour de l'avortement pour voir quelles sont les contingences ou les circonstances atténuantes de ce fait. Quand je résume un peu ce tour de plateau, Yann, j'ai le sentiment que les raisons d'aller à la légalisation de l'IVG sont plus importantes, plus en tout cas pertinentes que celles par exemple de s'abstenir d'agir et de laisser la situation, le statu quo perdurer. Quel est votre avis sur la question? Merci André. Mon avis est que on ne pêche pas devoir d'explication. Il n'existe à mon avis pas de loi qui légalise l'avortement. Il existe une loi qui définit les conditions dans lesquelles il faut pratiquer l'interruption volontaire des grossesses. Il est important de souligner cette nuance-là. Et quand on l'a souligné, le débat revient. Il existe aujourd'hui un cadre dans lequel on empêche à un fœtus de devenir un problème de santé pour une femme. Une fois qu'on l'a dit comme ça, le débat, il est fini. Alors, comment comprendre alors la position de certains députés? On en a vu qui ouvertement se sont opposés. On dit qu'on ne peut pas légaliser l'avortement en République du Bénin jusqu'à aller exprimer ces positions-là pendant l'examen de la loi à l'Assemblée nationale. Si vous estimez qu'en réalité, ce n'est pas une loi pour légaliser l'avortement, comment expliquer l'attitude de ces députés-là? Comme je viens de le dire, on a mal posé le problème. Il s'agit ici d'une loi qui traite de la santé de la femme. Et non d'une loi qui traite de l'avortement. C'est comme ça qu'il faut la comprendre, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Et bien lire la loi pour comprendre qu'elle définit des conditions. J'ai vu des gens dire la loi légalise l'avortement. Non, la loi ne dit pas qu'il faut avorter. La loi précise quand et comment il faut empêcher un fœtus de devenir un problème. Et je vais même faire digression, aller plus loin et dire, quand vous parlez de députés, est-ce qu'un homme a vraiment parole et la voix au chapitre dans ce débat-là sur la santé de la femme, parce qu'il ne s'agit que de cela. L'homme devrait se limiter à être un conseil, il devrait se limiter à être une voix. Il faut être deux pour enfanter, non? Pour oui, il ne faut pas être deux pour porter une grossesse, il ne faut pas être deux sur la table d'accouchement. On n'est pas deux à être, permets-moi de finir sur ce point, on n'est pas deux à assumer la monoparentalité dans laquelle la société est en train de se développer aujourd'hui. Je vais vous proposer de vivre un petit peu l'ambiance à l'Assemblée nationale. Tout est allé très très vite dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre à l'Assemblée nationale. Après plusieurs heures de débat houleux, les députés de la 8e législature ont adopté la loi relative
à la santé sexuelle et à la reproduction légalisant l'avortement au Bénin. En plénière, les points de vue étaient divergents sur la question. Si pour les uns, la loi légalisant l'avortement au Bénin permettra de sauver des vies humaines en mettant fin aux avortements clandestins, pour d'autres, l'avortement n'est pas une bonne chose conformément aux réalités béninoises. À l'arrivée, un consensus a été trouvé avec cette loi qui protège la femme et sécurise les interruptions volontaires de grossesse. Les débats se sont cristallisés autour de deux positions. Pour le premier groupe des commissaires, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2003-04 est impertinent. Les dispositions en vigueur se suffisent à elles-mêmes. Il recommande plutôt de prendre les dispositions réglementaires adéquates, notamment celles relatives à la loi numéro 2003-04 et d'accentuer la communication inhérente aux méthodes classiques de contraception afin d'éviter les grossesses indésirées et les avortements clandestins. Il propose le retrait pur et simple du projet de loi en étude qui, au surplus, ne pourrait être étudié qu'après consultation des leaders d'opinion. Pour d'autres commissaires, le projet de loi est pertinent et d'actualité au regard des drames sociaux constatés au Bénin et dus aux avortements clandestins. Pour ces commissaires, l'interruption volontaire de grossesse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle de naissance. Elle permettra plutôt de sauver de nombreuses vies humaines. Pour finir, les commissaires se sont préoccupés de la clarification sémantique de la notion de l'IVG, de la prise en compte des réalités sociologiques béninoises dans le vote de la loi, du consentement préalable de l'auteur de la grossesse avant toute IVG, du choix des 12 semaines d'aménorrhée au-delà desquelles l'IVG ne sera plus possible, de la responsabilité des agents de santé et des assistants sociaux appelés à intervenir dans le cadre des IVG, de la nécessité d'une bonne communication autour de la loi une fois votée afin d'éviter tout amalgame. À toutes ces préoccupations, les membres du gouvernement ont apporté des éléments de réponse en précisant que ce projet de loi vise à briser la loi de l'Omerta en proposant des mesures permettant de sauver et de préserver des vies humaines, en l'occurrence celles des femmes, des méfaits des avortements clandestins, de la déscolarisation précoce et de l'accroissement de la pauvreté. Selon les chiffres du gouvernement représentés à la plénière par 3 ministres, près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites des complications d'un avortement. Les députés représentants de la nation ont accompli leur mission malgré les réactions qu'avait provoquées l'annonce de la loi. La mortalité maternelle est encore un drame dans notre pays et les avortements non sécurisés y contribuent pour 20% selon les chiffres actuels. C'est face à ce péril sanitaire que le gouvernement a pris ses responsabilités en soumettant aux honorables députés qui viennent de l'adopter une modification notamment de l'article 17 de la loi 2003-04 du 3 mars 2003 sur la santé sexuelle et la reproduction. Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses femmes qui, face à la détresse d'une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie en jeu par des pratiques d'interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées. L'acte que la représentation nationale vient de poser sera à coup sûr très bien accueilli par l'ensemble du personnel médical qui, au quotidien, est confronté à la prise en charge des complications d'avortement clandestin qui aboutissent souvent à des mutilations ou à des pertes en vies humaines. Et ces pertes en vies humaines concernent souvent des femmes qui sont encore dans la fleur de l'âge. Chers amis journalistes, au Bénin, près de 200 femmes meurent chaque année des suites des complications de l'avortement. Plusieurs familles continuent de pleurer la perte d'un enfant, d'une épouse, d'une mère, partie tragiquement à la suite d'un avortement compliqué. Ces blessures sont irréparables. Pourtant, on veut bien éviter ce drame qui se joue sous nos yeux. Je voudrais saluer la clairvoyance des députés et rassurer la population. L'acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de santé publique dont l'unique objectif est de sauver des vies humaines.
En réalité, l'avortement est légalisé au Bénin depuis 2003. Et pourtant, ça va sembler poser un problème pour qui que ce soit. Pourquoi c'est maintenant justement que le sujet cristallise à ce point, François Aoudou? Non, simplement parce que le débat a été relancé et que cette fois-ci, les termes employés, tout le monde s'est focalisé sur un seul terme, le mot avortement. C'est ça qui a déchaîné toute cette passion que nous avons. Au moment où cette loi avait été votée à l'époque, très peu de gens avaient fait attention à ce détail, parce qu'il était question d'une loi qui protège la femme tout court. Mais cette fois-ci, il a suffi que le mot avortement soit mis en exergue pour que cela déchaîne les passions. Voilà l'interprétation que je fais de la situation que nous vivons actuellement. Et la conférence épiscopale qui a parlé de la légalisation de l'avortement. Or, on parlerait plutôt de l'encadrement de l'interruption volontaire de la grossesse. Parce qu'il y a un texte de 2003 qui ouvrait déjà la brèche. Donc, quand la conférence épiscopale a parlé du non à l'avortement, non à la légalisation de l'avortement, le concept a pris. Et puis en 2003, on n'avait pas les réseaux sociaux. Oui. Attention, il faut voir qu'on a basculé dans un monde où il y a les réseaux sociaux, où il y a les acteurs. Ça influe aujourd'hui forcément la politique. On n'avait pas les réseaux sociaux. Donc c'est tout cela qui explique le grand boom que cela fait aujourd'hui. Rafa Fayon? Oui. Vous êtes un ancien, cette loi existe depuis, mais le débat n'avait pas lieu. Aujourd'hui, peut-être que la prise de position de certains députés, notamment le président de l'Assemblée nationale, l'épiscopat, le député Akena Tondé, qui a carrément été au cœur de la polémique, ces éléments ont peut-être fait en sorte que beaucoup de citoyens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi veut-on légaliser l'avortement en République du Bénin? Non, les réactions qu'on a observées à l'Assemblée et même au sein de notre société, moi, me permettent de comprendre l'une des insuffisances du fonctionnement de notre pays. Le législateur vote les lois. Le législateur recommande que les lois votées soient vulgarisées. Tout à fait. Mais est-ce que depuis 2003, nous avons travaillé à la vulgarisation? Parce que beaucoup semblent découvrir cette loi. C'est un peu choquant que même des députés qui connaissent l'histoire de l'interruption volontaire de la grossesse au Bénin depuis 2003, mais réagissent comme si c'était un élément nouveau dans la vie nationale. Alors que ça existait. Donc nous avons vraiment une leçon à tirer de ce qui vient de se passer. Nous devons travailler sérieusement et de façon systématique à la vulgarisation de tous les textes de la République. Et ça peut nous rendre... Alors, y a-t-il pas plus de peur que de mal? Quand on sait que dans ce pays, depuis 2003, en réalité, l'IVG est légalisé, mais aujourd'hui, on semble craindre le pire avec la modification de cette loi. Pourquoi pense-t-on qu'aujourd'hui, il y aura plus d'avortements que par le passé, alors que cette loi existait depuis 2003? Merci bien. Vous savez, l'Africain en général n'aime pas lire, les Béninois en particulier également. Cette loi existait depuis 2003 réellement, mais le fait de n'avoir pas connaissance de tout ce qui se faisait il y a 17 ans en arrière, le citoyen n'était pas si tant impliqué à la réalité sociopolitique de son pays. Et avec l'éthique aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette réalité-là, ce qui fait que tout le monde veut s'inscrire aussi ou mettre sa main à la pâte par rapport à cette réalité. Vous savez, je dirais qu'il y a plus de peur que de mal. Il n'y aura pas plus d'avortements maintenant que c'est vulgariser cette loi. Parce que je ne parlerai pas de la légalisation de l'avortement, vu que cela était déjà existentiel. Le plus qui est venu, qui amène beaucoup plus de commentaires aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait légalisé la demande, qu'on accepte que cela soit fait sur demande et que ce ne soit plus dans des postures où ça met la vie de la mère en danger, la santé de reproduction féminine en position défavorable. Et on dit, je peux volontairement aller dire, je veux sauter et on m'enlève cette grossesse-là. C'est ça qui a créé le couac ou le tic dans la tête de beaucoup de personnes où on se dit, peut-être si je m'en prends la tête avec ma femme, elle ira certainement avorter l'enfant qu'on attend
parce que la loi lui en donne le droit. Donc, il faudrait, la peur vient du fait que la compréhension qu'on doit avoir de cette vulgarisation n'est pas encore ça. Et les tenants qui doivent nous accompagner vers cette compréhension également ne l'ont pas de ce qui se passe. Donc, ce qu'il faille, c'est qu'il faut revoir la base communicationnelle, aller réellement expliquer ce qui est recherché par l'État béninois. C'est la protection du citoyen, c'est la protection de la femme et de sa santé de reproduction. Colonel, oui. Oui, désolé, docteur, vous dites à peu près exactement le contraire de ce qu'il faut comprendre dans cette loi. Une femme ne peut pas, maintenant que la loi existe, en dépit du fait que cette loi existe, une femme ne peut pas, parce qu'elle a des problèmes avec son mari, se lever et aller dire « je veux interrompre la grossesse ». Non, cette loi ne dit pas ça. Cette loi dit, si une femme veut interrompre la grossesse, elle ne peut pas le faire, par exemple, dans le cas de la limitation du nombre d'enfants. C'est impossible, c'est très bien précisé dans la loi. La loi dit, précisément, il faut comprendre, il faut avoir une raison. Il faut définir une raison. Ça peut être éducationnel, ça peut être matériel, ça peut être stress, ça peut être... Mais il faut qu'il y ait une raison. Et tant qu'on n'explique pas, on va donner l'impression justement qu'il existe une loi qui légalise l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'il y a une loi qui précise les conditions dans lesquelles le fœtus ne doit pas être un problème à la santé de la femme. Excusez-moi d'insister, mais c'est nécessaire. Est-ce que vous... On se comprend pas, M. Collis. Nous disons la même chose, parce que tout à l'heure, M. André demandait pourquoi les gens, ça défraie la chronique que les gens soient contre. Et je dis peut-être dans leur compréhension, ils se disent certainement avec cette loi, n'importe qui peut y aller et le faire. Je n'affirme pas que la loi dit ça, mais je dis, c'est pour ça que je demande qu'il faille aller en arrière et reprendre la communication autour des points de vulgarisation de cette loi. Alors, est-ce qu'on n'a peut-être pas lu les mêmes documents? Moi, il me semble avoir vu dans cette loi qu'une femme peut décider d'aller interrompre une grossesse sans même prendre l'avis de son conjoint. Non, mais moi, je n'ai pas lu la bonne version. Je ne connais pas cette version, mais j'ai lu quelque part, on parle de si ça peut aggraver sa détresse économique. Là, par contre, moi, j'ai un peu des inquiétudes. Qui définit l'aggravation de la détresse économique? À quel moment on se dit on est prêt à accepter cet enfant qui vient, on n'est pas prêt? Ça peut être sujet à interprétation, et c'est là peut-être des motifs d'inquiétude que je... Notamment cet article 17.2, voilà. Je pense que c'est des motifs d'inquiétude, comme M. Chanou le dit, mais ça pose aussi le problème de notre société telle qu'elle est aujourd'hui, la monoparentalité. Voilà un phénomène qui est inscrit entre les lignes de cette disposition. On n'a malheureusement pas le moyen de développer, mais regardons autour de nous et voyons le nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Beaucoup de femmes mères aujourd'hui, effectivement. C'est inscrit dans cette loi. On va faire un petit pas en arrière. Je vais vous inviter à suivre. Vous savez, il y a eu un mouvement terrible d'acteurs de différents horizons. Les religieux, les dignitaires, la chefferie traditionnelle étaient tous vent debout contre cette loi qui finalement a été votée. On va écouter ensemble leur motivation. Quand on nous parle des esprits Tohosu, c'est qui? Ce sont les enfants avortés. Les enfants avortés sont des enfants, déjà quand il a la formation de l'œuf, il a déjà une âme qui s'apprête à habiter cet œuf pour devenir un fœtus et devenir un homme. Forcément une âme qui est déjà là. Maintenant cette âme qui est déjà prête, qui est toute contente pour venir en vie, vous l'empêchez de descendre, cette âme devient un rebelle spirituel. Raison pour laquelle vous allez voir des gens, malgré tout ce qu'ils font, leur réalisation n'atteint pas, malgré qu'ils gagnent des centaines de mille, ils auront toujours des dispersions d'argent. Quand ils vont consulter, on leur dit « Ah, vous avez fait un tel avortement. » Et c'est ça qui est en train de vous causer telle chose. Il faut aller faire des cérémonies. La Bible nous a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est dans Exode 23, verset 26. Ce n'est pas que je suis plus que contre l'avortement. Parce que tous les jours, j'ai ça à l'église. Il y a une dame, elle est obligée de confesser tout, le nombre d'avortements qu'elle a fait. Parce qu'elle n'avait pas eu de grossesse. Mais quand elle est venue, elle a confessé. Moi, je lui ai demandé, tu as fait combien d'avortements? Elle a dit que c'est trop, pasteur. Il dit, il faut prier jusqu'à avoir le pardon de tes péchés. Parle avec Dieu. Confesse. Dieu aura pitié de toi. Vous savez, elle est tombée enceinte. Dieu l'a pardonné. Dieu dit,
ne tuez pas la vie que j'ai soufflée sans raison. Et Dieu dit, voilà, taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas. C'est un crime. Mais l'islam dit, l'avortement, c'est sous condition. Quand vous verrez que l'ancêtre là va créer des problèmes à la femme. Avortement, quand on va, si elle est enceinte, le jour qu'elle va donner, ou elle part. Alors que l'islam dit, on ne tue pas maman à cause de l'enfant. Il y a des cas. Bon, par exemple, quand une fille a été violée, c'est un problème, mais il vaut mieux résoudre ces cas-là, cas par cas, avec au moins 3 docteurs compétents des assistantes sociales pour pouvoir intervenir. C'est une question de parenté responsable et d'éducation des parents et des enfants. Alors, nous devrons, en tant qu'autorité religieuse, nous battre pour que cette loi ne soit pas chose réalisée. En ce sens que si nous disons 1 aujourd'hui, nous allons prendre 2. Si déjà il y a plus d'avortement, il y a avortement, ça voudra dire qu'on peut nous amener à l'homosexualité. Or, nous avons aboli la peine capitale dans notre pays, et si on a aboli la peine capitale et qu'on procède légalement à l'infanticide, ça veut dire que nous sommes en porte-à-faux avec cette loi-là. Une vraie femme, c'est une porteuse de vie. Nous savons que quand une femme va et se marie, la seule chose qu'on attend d'elle, c'est l'enfant. Et dès qu'elle n'a pas l'enfant, elle a toute la belle famille au dos, elle a toute la société au dos. C'est elle qui donne des enfants à la société. L'homme est le capital précieux du développement. Donc si on fait de son utérus un cimetière, je crois que la vie n'a plus de sens dans cette société. Rappelez-vous que dans ce pays, il a été demandé à un président de signer pour qu'on puisse tuer des gens qui avaient commis des crimes humains. Et le président a dit, je pourrais me rappeler à peu près de l'expression Betok pendant signé. On ne peut pas supprimer la vie humaine. Ça veut dire que si on arrive à légaliser l'avortement, on pourra encore retoucher à notre constitution, parce que dans notre constitution, c'est dit que la vie est sacrée. Nous n'avons pas offensé les esprits. Nous, notre point de vue, mon point de vue personnel, c'est non. Le point de vue de la communauté vaudou, c'est non. Mais cette question a été débattue à une réunion de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin. Et sur la voix a été unanime 100% pour dire non, parce que c'est une porte ouverte à d'autres. Cette loi n'est rien d'autre qu'une légalisation pure et simple de l'avortement. Face à une décision aussi grave, les évêques du Bénin rappellent à tous le respect inconditionnel du caractère sacré et inviolable de la vie, surtout de celle de l'innocent. L'avortement est un acte inhumain qui détruit la vie du fœtus, mais aussi celle de la mère à plusieurs égards. Vous les députés croyants, vous les députés catholiques, les évêques du Bénin, vous supplient au nom de Dieu, au nom de notre humanité, au nom des petits innocents, de puiser dans les valeurs culturelles,
morale et spirituelle du peuple que vous représentez les ressources nécessaires pour dire un non catégorique à la culture de la mort. Il y a des alternatives sûres et fiables pour remédier aux maux que l'on entend solutionner par la légalisation de l'avortement. Que Dieu bénisse le Bénin. Comment comprendre qu'il y a une telle initiative législative et que des leaders d'opinion, les dignitaires de nos religions traditionnelles, l'Église catholique, les évangéliques, ainsi de suite, se soient levés et que malgré ça, la loi a été votée? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de discussion, de dialogue quelque part là, au sein de notre société, Raouf Afayan? Manque de dialogue, je ne crois pas véritablement. Les lois sont appelées à être votées par les députés, les législateurs. Tout à fait. Et c'est vrai, les groupes organisés de la société peuvent apporter leur contribution à la recherche des Je vous interromps pas. J'ai entendu par exemple Dagbo Kounon de Ouida, qu'on a diffusé sur le canal, dit au sein de leurs organisations, ils ont fait le débat, ils ont été écoutés, mais qu'à l'unanimité, ils étaient contre. C'est vrai, on ne peut pas attendre de la part de responsables religieux d'encourager une initiative législative allant dans le sens de l'avortement ou de l'IVG. Je crois que les députés, entre les députés qui ont voté la loi et les groupes organisés qui sont contre, il y a certainement ce fait qu'ils n'avaient pas les mêmes éléments d'appréciation. Ouais. Lorsque le chef religieux ferme les yeux sur tout ce qu'on peut appeler détresse de la femme porteuse d'une grossesse, parce qu'il veut protéger une question de moralité, une question de conviction religieuse, lorsqu'il ferme les yeux sur toute la misère qui sous-tend la vie de la femme, la vie de l'homme, auteur de la grossesse, il passera absolument. Vous allez utiliser d'abord le micro, oui, parce que... Oui, allez-y. Je pense que les députés qui ont opté pour le vote de cette loi ont donné la preuve qu'ils connaissent l'histoire de la législation au Bénin. Ils ont certainement pris appui d'abord sur l'existant, qui montre que ce n'est pas la première fois que le Bénin a opté pour l'encadrement de l'interruption volontaire de la grossesse. J'ai écouté ce matin, quand je venais ici, le député Agbenossi, je crois, qui a montré que le Bénin, depuis donc plus de 10 ans, a déjà opté pour l'encadrement de certains cas d'avortement, comme par exemple les cas d'inceste. Ouais. Lorsque par hasard un père va engrosser sa fille, lorsque par hasard un garçon va engrosser sa sœur, on ne peut pas laisser ces grossesses-là prospérer, à moins que nous fassions le choix de nous installer dans une société de honte. Il y a Michel Tchano qui brûle d'envie de prendre la parole. Je crois que la France est censée... Non, gardez votre micro. La France est censée être la fille aînée de l'Église. Hein. Mais la France, la loi avait interdit et a autorisé l'IVG depuis 1915. Oui. Chez la fille aînée de l'Église. Je ne sais pas quel rang le Bénin occupe dans le rang, si on est la fille Benjamin, la fille, tout ça là. Oui, c'est pour vous dire que quelque part, il y a la laïcité. N'est pas raison. Nous sommes au Bénin, nous sommes au Bénin. Pas les mêmes réalités. Donc je comprends. J'ai dit aucune de nos religions, qu'elle soit catholique, qu'elle soit religion traditionnelle, n'autorise pas et ne peut accepter l'interruption volontaire des grossesses. Mais moi, j'ai écouté nos députés. Il y a les députés, parce que parmi le buzz que ça a fait, n'oubliez pas qu'il y a d'abord eu le président de l'Assemblée nationale, grand chrétien de son État, grand cadre chrétien, qui est parmi les premiers à lancer. Je l'ai écouté, mais il y a la foi, il y a l'intérêt général, il y a la République. J'ai écouté l'imam, on a un imam député aussi. J'ai écouté, il a dit les solutions qu'il y a dans le Coran, mais c'est une solution que je n'ose pas répéter parce que nous sommes à la télévision, qui n'est pas du tout, qui ne peut pas prospérer, ces genres de solutions là. Donc, ne soyons pas hypocrites. Nos religions savent, tout le monde sait. Nos enfants grandissent.
Aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux sociaux, nos enfants à 15 ans, 16 ans savent déjà tout ce que nous on a su après 25 ans. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons? Renforçons plutôt l'éducation sexuelle. Les gens craignent deux choses. Que le fait d'autoriser, de légaliser l'avortement va encourager les gens à aller se dire, écoutez, je peux me faire engrosser par qui parce qu'il y a des boutiques pour me faire, pour interrompre. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que nous faisons pour l'éducation sexuelle de nos enfants? Parce que nous ne pouvons, autant nos parents nous éduquer directement. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui éduquent nos enfants. Les enfants 15 ans, 16 ans. Il faut voir toute la détresse qui est derrière. Et puis, oublions cette hypocrisie. Nous tous, nous savons que le mal existe. Mais pourquoi ne pas l'encadrer? Je ne vois pas pour le problème. La religion, notamment l'Église catholique, qui dit non à la légalisation de l'avortement, mais l'Église également est contre la contraception. Mais finalement, aujourd'hui, en 2021, vu la façon dont le monde évolue, aujourd'hui, le Bénin ne vit pas en autarcie. Pourquoi l'Église ne propose-t-elle pas des solutions viables, justement, si on doit abandonner l'idée d'avorter? N'oubliez pas que l'Église est là pour défendre une doctrine, pour défendre des principes. Mais l'Église n'a pas forcément les solutions qu'il faut lorsque ces principes nous mettent le dos au mur. C'est mon interprétation à moi. Oui. C'est pareil pour l'exemple que vous avez donné par rapport à un chef traditionnel. Ne lui dites pas, ne demandez pas à celui-là de dire à la communauté qu'il dirige, au moins sur le plan spirituel, nous allons accepter désormais que il a besoin d'agrandir sa communauté. Il ne peut pas défendre. Je comprends toutes ces positions-là. Mais à côté de ces positions-là, mettons d'autres raisons scientifiques, mettons d'autres réalités d'aujourd'hui, économiques et tout ce qui suit, dont nous devons tenir compte. Attendez, l'Église n'est pas en dehors de la société. L'Église est constituée non pas seulement de ceux qui sont chargés d'administrer la foi, d'administrer l'Église, mais il y a les fidèles aussi qui sont là, qui sont dans la société et qui vivent les réalités que nous décrivons ici. Donc, je comprends parfaitement la position de l'Église, je comprends la position des notables et tout le reste. Mais voilà le problème qui s'est posé. À un certain moment, l'État est obligé de faire une option. Et l'option est là. De deux mots, le moindre. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de retenir ici. Docteur Gaye, on va vous écouter avant de suivre ce sujet que je voulais lancer tout à l'heure. Oui, ce que moi j'aurais à dire tout simplement, c'est cette loi protège la femme et vu que nous sommes dans un pays à système patriarcal, quand il s'agit de la femme, on pense que c'est l'homme qui a autorité de décision sur ce qui va avec, sans pour autant penser à son bien-être sanitaire. Et aujourd'hui, quand nous regardons les représentations et usages qu'on a autour de la sexualité des jeunes, de nos enfants, ces représentations sont outre des réalités que les parents pensent que les enfants ont. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui vont avorter juste parce que le parent ne le sait même pas. Mais aujourd'hui, avec cette loi-là, les jeunes se sentent plus impliqués, une jeune fille se sent plus impliquée dans sa sexualité, dans sa vie au sein de la reproduction sexuelle. Donc je dirais tout simplement que les religieux ne peuvent que défendre la doctrine éthique et morale, parce que c'est leur devoir, ils sont garants de ça, et on ne peut pas les empêcher de continuer dans le sens de ce devoir qui est le leur. Mais dans le même temps, il faudrait qu'on arrive à scinder la réalité morale, la réalité religieuse et la réalité sociale, qui est une globalité et qui va de bon train avec la vie en société aujourd'hui. Nous allons poursuivre cette émission avec cette fois-ci la rubrique TIC Télé de notre ami Romuald. Qu'est-ce que tu racontes? Roméo, pourquoi ton nom m'échappe? Agloso. Alors, TIC Télé, dans cette rubrique présentée par Roméo Akloso, nous allons vivre les réactions des citoyens sur les réseaux sociaux. Comment ils réagissent, notamment à ce qui fait l'actualité, c'est la loi sur l'IVG, qui a été la première réaction des citoyens. Roméo Akloso, bonsoir. Bonsoir André. Alors, vous avez suivi pour nous les cyber-citoyens au sujet de cette loi sur l'avortement. Comment ont-ils réagi? J'imagine que ça a été le buzz, en tout cas ça continue d'ailleurs de buzzer au sujet exactement, de cette loi. Il y a beaucoup de vidéos sur TikTok qui circulent déjà. Nous avons choisi 5 vidéos que nous allons faire découvrir au public. N'est-ce pas? Ouais.
You are the living God, oh, and there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. You are the living God, oh, and there's no one like you. You are the living God, oh, and there's no one like you. Ekueme, 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 ekueme. You are the living God, oh, and there's no one like you. On a bien pas on a déjà pas tout. Donc mon on a le son c'est quoi blé. Na ti don mo ko nu fodo a. Ene don we ne ndo ko na de we a. Mai de ko nu fo no. Asienta me. Asienta me. Nta de ko a don we. Lizo. Nkuta de ko ka di de ko. Na kuta de ko. Ka de ko nu we. Asienta din. Ko nu fo no da. Fiori na o ti ti e pe me. Ndo te na no de ko lo. Mais là, viens là, mi-moro. Problème est étonné. Alors, on va problème. Problème est étonné. Tu en as un pour ton. Problème est ici. Tu as un peu à problème, il y a un peu on close problème. Il y a un peu, mais on close problème. Tu en as un peu. Problème est pitonné. Et mais bloc on vient à TV. Problème est pitonné. Et à TV. On sait que les réseaux sociaux béninois s'ivoirisent un peu. Désormais, les Béninois savent s'amuser même avec les sujets sérieux, comme on a pu le constater dans cette compilation de Roméo Aklozo. Alors, La première, c'était une discussion de 3 copines. Une qui est enceinte, qui ne connaît pas le père, bien l'auteur de la grossesse, qui a décidé d'avorter. Et la deuxième copine qui lui dit non, tu ne vas pas avorter. La troisième qui dit ouais, vas-y, je t'encourage. Finalement, elle a dit je décide d'avorter. Après, elle se retrouve face aux anges là-bas et au jour du jugement dernier, n'est-ce pas? Alors, ça va être le contenu de cette rubrique TIC Télé avec vous. On va visiter les différentes plateformes, les réseaux sociaux, notamment en béninois, pour voir comment les gens réagissent aux différents sujets d'actualité. Notamment tout ce qui concerne les faits de société, d'accord, le débat de société, le débat public tout court. Merci beaucoup, Roméo Aklozo. Merci d'accepter de nous accompagner sur ce programme, le Grand Canal. Alors, nous allons poursuivre notre discussion. J'avais envie de vous demander, à commencer par Colonel Sidiane, justement la question de la détresse matérielle, morale, psychologique, ainsi de suite, qui conditionne désormais la décision d'avorter. Qui c'est qui définit ça? Permettez-moi de faire ce qui peut ressembler à une digression pour revenir sur un sujet qui est la monoparentalité. Ouais. Je crois que c'est un fléau social aujourd'hui qu'il faut oser regarder. La monoparentalité traduit, de mon point de vue, une certaine fuite des responsabilités des hommes que nous sommes de plus en plus. Et donc, ce sujet sur l'interruption volontaire des grossesses vient à point nommé pour toucher du doigt cet autre sujet.
et me ramener à la réponse à votre question, la détresse éducationnelle, la détresse financière, la détresse morale, c'est exactement de ça qu'il est ici question. Des femmes qui, pour des raisons inattendues, se retrouvent tout à fait seules à devoir prendre en charge un enfant. On n'est même plus dans le cadre de la suite d'une grossesse. Ce sont des situations auxquelles personne ne peut prétendre avoir été préparé. Parce que quand on fait le débat, par exemple, sur les enfants de la rue, ils viennent de quelque part. Ils viennent du fruit d'une détresse émotionnelle. Ils sont le fruit d'une détresse éducationnelle. Ils sont la conséquence d'une détresse financière. Ce sont des problèmes qui existent. Ce sont des problèmes sur lesquels le législateur a voulu que la société pose le doigt ou pose un regard. Ce sont enfin des sujets autour desquels on peut aujourd'hui valablement discuter. Et mon avis, il est celui-ci. Et à la question, qui doit décider, qui définit ces détresses-là? Qui définit cette détresse? Qui a apprécié la pertinence pour penser qu'on doit interrompre de mon point de vue, et je précise que ce n'est qu'un point de vue, il y a une personne qui porte la grossesse et pas une autre. Il y a une personne qui connaît ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement et pas une autre. Il y a une personne dans notre société qui élève les enfants en tant que père et en tant que mère et pas une autre. Donc, très objectivement, de mon point de vue, s'il y a une personne qui est capable d'apprécier la détresse, osons le dire, c'est la femme. Parce que quand je regarde la société dans laquelle moi je vis, je ne connais pas assez d'hommes, paraît qu'il en existe, qui supportent seuls la charge d'élever des enfants parce que les circonstances de la vie l'ont amené à cette situation qui n'était pas prévue au départ. Il faut oser porter le regard sur la situation de ces personnes-là qui sont tellement, tellement nombreuses dans notre société d'aujourd'hui. Alors, Fafagnon, comment éviter de verser dans la volonté, l'unique volonté de la gestante? Comment éviter qu'une femme décide, ne serait-ce que pas caprice, d'interrompre le fruit commun d'un couple, d'une relation? Comment l'empêcher? Non, je crois que la loi qui a été votée permet de répondre à cette question en indiquant la voie à suivre. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que la loi a prévu que l'accueil et l'étude des grossesses à risque, des grossesses à problème, ça relève de la compétence aussi bien des spécialistes des questions de santé que des juristes. Donc il y a une co-responsabilité des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Donc l'opinion de la femme porteuse de la grossesse est une chose, mais l'appréciation, la décision d'aller à une interruption volontaire de la grossesse, l'opinion des spécialistes, des compétences indiquées par la loi est indispensable. Et je crois que c'est ça qui nous permet d'éviter d'aller au dérapage auquel on a assisté dans le passé, où la porte était ouverte à toutes les fantaisies, à toutes sortes de dérapages. Je crois que maintenant, la loi encadre la pratique de l'interruption et les spécialistes indiqués pour aider à régler le problème sont connus. Et je pense que ça fait partie des éléments qui témoignent des avancées que nous permet d'avoir la loi. Est-ce que ce n'est pas un trop grand pouvoir qu'on est ainsi en train de donner à la femme? Oui, parce que je le disais tout à l'heure avec le docteur, que désormais, nous, les hommes, je crois que, heureusement, nous, on a fini de faire les enfants, les hommes sont désormais astreints à signer un test de reconnaissance de grossesse. On n'avait pas encore digéré cette décision. Si vous finissez de reconnaître votre test, vous reconnaissez votre paternité, est-ce que la fille, la dame que vous avez engrossée a le droit de passer par derrière vous pour interrompre cette grossesse? Je crois qu'on attendra certains décrets d'application de cette loi pour voir jusqu'où. Tout à l'heure, madame parlait que nous sommes dans une société patriarcale, encore que moi,
De plus en plus, je me dis, c'est patriarcat ou c'est matriarcat de nos jours. Je n'en sais plus. En tout cas, on a l'impression qu'on est en train de renverser la tendance aujourd'hui. Je n'en sais plus d'autres choses. Avec toutes ces lois qui sont votées en faveur des femmes. Pour nous, c'est hier, parce que dans le décret économique, dans le détresse économique, on peut mettre beaucoup de choses. Tout à fait. On peut mettre beaucoup de choses. Et je crois que les centres d'éducation, les centres sociaux, je vois que pendant les grossesses, je vois des centres, on parle à des dames, surtout déjà par rapport aux pédophiles que les gens nous mettent et aux enfants de la rue que nous voyons. Parce que tout est lié. Hein. Vous voyez des enfants, le travail des enfants dans notre pays. Vous voyez, les dames n'ont parfois pas le choix. Tant et si bien que vous voyez des enfants de 5 à 6 ans vendre du pain parce que la dame qui a fait l'enfant n'a pas d'autre choix que de se faire aider par cet enfant. Ah là là, ça joue à ce niveau-là. Je crois qu'au-delà de ça, je crois que c'est une éducation vraiment qu'il nous faut. Et il faut aussi vraiment que certains décrets d'application soient assez clairs pour nous voir le champ d'application de cette loi-là et pour qu'on sache le contenu de détresse. Certains concepts méritent d'être mieux définis pour que tout le monde soit à l'aise, je crois. François Oudou. Oui, en plus de ces éléments, je n'aimerais pas être à la place du juge parce qu'il aura à faire. Je sais que quel que soit le contenu qu'on mettra dans le décret d'application, en plus de la loi, cela ne pourra jamais tout régler et que le juge, comme on le dit, il y a une formule très célèbre en droit, on dit le juge tranche en son intime conviction. Ouais. Son intime conviction sera de temps en temps éprouvée sur ce terrain également. Ça, c'est ce que je crois. Oui, docteur Gaye. Déjà, je saurais. Non, vous avez le pas en poupe en ce moment, les femmes. Non, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes toujours en agressivité. Vous dites non, pas du tout. Cette loi ne couvre pas uniquement la femme, mais également ça aide l'homme. Tout à fait. Ça aide, c'est une loi qui accompagne et l'homme et la femme. Comme par exemple, vous êtes en couple, que vous êtes enceinte et que la grossesse est à risque, l'homme étant le partenaire de la femme est en responsabilité avec la femme. Quand on sauve la femme, c'est lui qui est à un moment donné protégé et épargné. Si cette femme mourait, ça lui retombait sur la tête également. Donc cette loi mise en place par le législateur n'est pas uniquement, certes c'est pour la santé de reproduction de la femme, mais pas de la femme sans l'homme. Donc, il ne faudrait pas dire que c'est les femmes qui ont le vent en poupe en ce moment, non. Mais nous avons tous le vent en poupe. Ah oui, parce que la décision de la Cour constitutionnelle a suivi de près. Oui, il y a cette décision qui vous permet désormais d'avoir vos noms également sous les actes de naissance. Oui, mais nous sommes tous des citoyens au même titre dans la République. Donc, ce n'est qu'un droit qui est acquis. Déjà, il faudrait dire que ce que nous vivons actuellement, le gouvernement, en démarrant son mandat, parlait d'un mandat à caractère social et parler d'une forme de légalisation de l'IVG. Ça permet de réduire des problèmes sociaux que nous avons, les enfants de rue, le travail des enfants. C'est des problèmes qui sont d'une manière indirecte en train d'être résolus ainsi. Parce qu'une femme qui garde une grossesse, qui demain, on en trouve qui mettent au monde, les orphelinats aujourd'hui sont remplis parce qu'elle n'a pas la capacité économique, financière pour subvenir aux besoins de cet enfant. Elle délaisse au pas de l'église, devant le portail d'une maison d'orphelinat. C'est pas dans la poubelle. Ou si ce n'est pas sur les tas d'ordures. Voilà. Donc, c'est une manière également de régler ces problèmes sociaux qui sont là au sein de la société ou de réduire tant soit peu l'augmentation. Vous, en tant que femme, est-ce que vous avez le sentiment qu'enfin, oui, on est en train de s'occuper de vous, on vous renforce, votre pouvoir? Non, le fait de permettre à la femme de protéger sa santé, ce n'est pas un renforcement de pouvoir, mais c'est une chance de plus de pouvoir survivre dans la société. Ce n'est pas que quand je parle de pouvoir, il n'y a pas que la loi sur la sexualité et la santé de reproduction, il y a la loi sur les infractions à raison du sexe, oui, ainsi de suite. Ce n'est pas le pouvoir qui nous est donné, mais on est en train de procéder à un ajustement du code des personnes et de la famille, toujours dans votre sens, et ça fait beaucoup quand même. Il ne faudrait pas faire la lecture uniquement dans le sens de la femme, parce que c'est la femme, le mot femme ou l'expression femme qui est mis là, mais c'est tout un foyer que ça protège, c'est les hommes, c'est les femmes, il n'y a pas de femmes sans hommes, il n'y a pas d'hommes sans femmes. N'est-ce pas? Voilà. Alors, on va conclure cette discussion. Nous avons essentiellement parlé de cette loi sur l'IVG, loi votée à l'Assemblée nationale et qui en réalité vient modifier une ancienne loi qui date de 2003. On va faire un dernier tour de plateau. François Oudou, on commence par vous. Alors, finalement, à votre avis, quelle pourrait être la suite
de cette initiative-là? Est-ce que vraiment on va assister à une flambée de grossesse et donc d'interruption de grossesse, ou bien ça va peut-être demeurer le statu quo qu'on a observé depuis 2003? Vous serez surpris de constater que cela ne va pas provoquer les problèmes que nous redoutons ici. Je crois que, quel que soit malgré le cadre légal qui vient d'être fixé, n'oubliez pas que nous sommes fils d'une société. Absolument. Et que la société, à côté de la loi, va continuer à jouer son rôle. Et par rapport à cela, moi, je suis optimiste. Les dérapages ne seront pas plus, le nombre de dérapages ne sera pas plus élevé que par le passé. Je le crois et je souhaiterais que la Providence en dispose ainsi. Je parie qu'en 2003, il y avait eu aussi des optimistes comme lui qui ont espéré que la loi de 2003 n'allait pas ouvrir les vannes et donner lieu, n'est-ce pas? Et pourtant, aujourd'hui, on parle de plus de 200 femmes béninoises qui décèdent chaque année du fait des avortements clandestins. Michel Tchanou. Comme l'a dit François, je ne pense pas qu'il y aura un boom particulier. Mais moi, je pense qu'il faut peut-être renforcer l'éducation sexuelle au niveau de nos enfants. C'est vrai que parfois, c'est les épouses, c'est les dames qui le font. C'est elles qui sont souvent complices de leurs filles. Parfois, même, les interventions se font à l'insu du papa. Parce que nous, les papas, nous ne sommes pas formatés à discuter ça avec nos enfants. J'en suis un. Nos enfants, nos filles parlent surtout à leur maman. Je crois que ce rôle revient surtout à leur maman pour vraiment dire, malgré les réseaux, la vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Hein. La vie, ce n'est pas vos TikTok là. Hein. Il y a notre réalité qui est différente de ce que vous voyez sur TikTok et ainsi de suite. Je crois que là, on en viendra au concret. Enfin, sur la suite, vous partagez aussi cet optimisme. Je suis aussi très optimiste. D'abord parce que je crois que très rapidement, il va falloir vulgariser cette nouvelle loi qui vient renforcer celle qui existait. Il faut mettre en place les structures d'accueil des grossesses à risque, aussi bien au niveau des centres de santé compétents et des spécialistes des questions judiciaires, puisque la loi a prévu que dans les cas où il y aurait mésentente entre les auteurs de la grossesse, le juge peut intervenir pour arbitrer. Donc je suis très optimiste et contrairement à ce que certains pensent en parlant de la culture de la mort au Bénin, je pense que les avortements clandestins ont tué plus de femmes que le Covid-19 au Bénin. Et je pense que désormais, nous irons à reculons par rapport au cas de décès face au problème de grossesse. La nouvelle loi est une geste barrière. Aux avortements. La nouvelle loi est avancée. C'est un geste barrière contre... On va écouter d'abord Colis avant pour laisser le dernier mot à la femme. Tout a été dit et le prof Raouf Fafagnon a sorti le mot. Il faut vulgariser, il faut que tout le monde comprenne qu'il s'agit de dispositions pour définir des conditions dans lesquelles peuvent se pratiquer des IVG et non d'une loi qui permet à tout va de se lever et aller chez le médecin et dire « je suis venu pour une IVG ». Je pense que c'est un chemin à parcourir et aussi, on dit... great power, great responsibility. Aujourd'hui, les femmes doivent comprendre qu'elles ont le sentiment d'avoir peut-être un peu plus de pouvoir, mais ça implique aussi de nombreuses autres responsabilités. J'ose espérer que demain, on ne va plus aller, en fait, que demain, on va de plus en plus fermer les orphelinats. Parce que oui, c'est là-bas que vous avez la réponse à ce qu'on cherchait aujourd'hui, la réponse à la détresse émotionnelle, la réponse à la détresse, toute cette détresse-là. Quand vous voulez comprendre de quoi il s'agit, vous allez dans les orphelinats, vous prenez chaque orphelin, son histoire, l'histoire de sa vie et l'histoire de tout ce que nous avons rencontré ici. Il faut donc souhaiter qu'avec de telles lois, qu'on ferme de plus en plus des orphelinats. Parce que les femmes prennent de plus en plus conscience de ce qu'elles sont et du pouvoir qu'elles ont. Merci pour l'opportunité. Docteur Gagné, donnez-nous la bénédiction. Si ça va se tendre, mais quand même, vous devez y aller. Non, je dirais tout simplement, c'est vrai, il y a eu plus de peur que de mal, mais cette décision ou cette loi qui est votée n'est pas pour autant à même amener beaucoup plus un taux plus élevé
d'avortement ou d'IVG aujourd'hui, mais au contraire, ça va accompagner parce qu'il faudrait souligner que ce n'est pas quand la femme vient et dit je veux avorter déjà, c'est fait, non, mais c'est un médecin qui prescrit. Donc il faudrait déjà que les décrets d'application de cette loi soient mis en place. Ensuite, que la communication se fasse réellement autour pour que tous les acteurs qui seront mis en place autour de l'application de cette loi, chacun soit à même de connaître quel est son rôle, quelle est sa fonction. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde pense que le pouvoir est donné à la femme. Non, mais c'est une protection de plus qui est venue à la femme par rapport à sa santé, par rapport à l'éducation qu'elle peut donner au sein de la société, parce que qu'on le veut ou non, la femme demeure garante de l'éducation que nous avons aujourd'hui au sein de la société. Et cette loi qui vient lui permet de mieux prendre soin de sa santé sexuelle et reproductive et d'accompagner également la progéniture à prendre en compte sa santé de reproduction, parce qu'aujourd'hui, la représentation et l'usage qui est faite par rapport au sexe peut nous conduire à ces avortements. Et tout à l'heure, il y a les compères qui disaient que c'est la femme. Il y a des filles qui vont avorter avec la complicité de leur mère, je dirais. Pas toujours, il y a des moments qui n'ont même pas une idée de ce que leur enfant trame dans leur dos. Donc, c'est l'instant de la communication, c'est l'instant de l'échange. Et il ne faudrait pas que les hommes pensent que cette loi, c'est pour les léser. Cette loi ne les concerne pas, ça concerne uniquement les femmes, non. Cette loi, c'est pour le bien-être des citoyens que nous sommes. C'est vrai que la femme vient en premier plan parce que c'est elle qui porte la vie et qui décide à quel moment elle est en détresse matérielle, émotionnelle ou financière. Mais il faut également savoir que pour que cette loi soit vraiment dans le sens réel de son application, il faudrait l'accompagnement des hommes au sein de la société pour que le trop-plein ne soit pas rapidement arrivé. Voilà. Plaidoyer, j'ai envie de vous applaudir. La fille que voici, elle est mon aînée. Elle a 3 ans quand sa maman m'a quitté. Et tout ce qui relève de son éducation, je m'en suis chargé depuis 13 ans. Aujourd'hui, elle est en 3e. Et moi, je suis là à prier pour cette fille. Et tu sais qu'un bon matin, un imbécile de je ne sais qui est venu lui foutre une grossesse dans ce petit ventre que tu es en train de voir là. Attendez, vous voulez dire que la fille ici, elle porte une grossesse? Non, doucement, chef. Okay. Quelqu'un l'a enceinté, et je ne sais encore qui. Qui t'a enceinté? Elle dit c'est un maçon. Le lendemain, elle dit que c'est un menuisier. Après, elle dit que c'est un militaire. Alors, moi, je suis fatigué. Et ce matin, puis, elle me lève, elle me réveille, elle me dit que l'État béninois a autorisé l'avortement et que pour ça, elle veut aller avorter. Et si en allant avorter, elle décédait, moi, tout ce que moi j'ai investi en elle, moi j'ai gagné ça comment? Alors j'ai décidé de l'emmener à la police pour qu'on m'aide à retrouver l'auteur de cette grossesse-là. Et pour qu'on lui interdise aussi de continuer par dire que l'État béninois a autorisé l'avortement. Alors, c'est d'elle qu'il s'agit. Ça va? Vous voulez dire que votre fille est enceinte? Elle est enceinte. Là où elle est là. Et je ne sais même pas qui l'a enceintée. Ah, elle est enceinte là maintenant? Oui, chef. Et puis, la grossesse n'a pas d'auteur. C'est ça. Et en plus? Elle veut avorter. Elle me dit que c'est l'État qui a autorisé qu'on avorte. Ok, quelle année? Je comprends. Vous savez, papa, je voudrais que vous gardiez votre calme. Eh? Déjà que vous êtes venu me voir. Papa, comment? Parlez, chef. Prenez votre mal en patience. Hein? Vous allez traumatiser la fille, papa. Vous allez la traumatiser. Hein? Écoutez, je vais vous lire. C'est vrai que depuis 2003, la loi sur l'avortement existait. Elle existait toujours depuis 2003. Mais c'est seulement récemment que les députés ont essayé d'aménager cette loi-là pour enfin la voter. Mais cela ne veut pas dire que parce que la loi est votée, elle permet aux gens de faire avortement tout le temps. D'ailleurs, ce que vous appelez avortement là, ce n'est pas le terme avortement. C'est le terme le plus vulgaire que vous êtes en train d'utiliser comme ça. Et on dit quoi alors? On appelle ça interruption volontaire de grossesse. Et lorsqu'on parle d'interruption volontaire de grossesse en République du Bénin, il y a des conditions dans lesquelles c'est faisable. Si vous ne la faites pas dans ces conditions-là,
Mais on va vous emprisonner, vous et votre fille. Mais moi, je ne veux pas qu'elle avorte. Non, attendez, je vais vous lire ça. Attendez, je vais vous lire ça. Vous savez, en République du Bénin, lorsque vous voulez interrompre volontaire la grossesse, je ne parle pas d'avortement, hein, papa. La première chose, c'est que si une fille se fait enceinter par son père ou son frère, elle peut demander à se faire avorter. Dans le cas si, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez. Non, moi. C'est pas. Non. C'est pas ses frères. Non, elle n'a pas de frère. D'accord. 2. Si l'enfant qui naîtra présente des malformations, la maman peut demander à se faire avorter. Est-ce que l'enfant qui est dans le ventre de votre fille là, ça présente des malformations? Bon, est-ce que les médecins ont prouvé que... Supposons que non, parce que même je ne sais pas qui lui a foutu cette grossesse. C'est pas affaire de supposons, il faut être sûr de ça. Bon, l'enfant ne présente rien. Papa. Oui. Le vieux. Bon, 3. S'il est prouvé que la grossesse met en danger la vie ou la santé de la maman, l'avortement peut être, peut-être que là où elle est drépanocytaire. Non, elle se porte bien. Elle se porte bien. On n'est pas dans ce cas-là, papa. Et chef. Si la femme est tombée enceinte suite à un viol, par exemple, elle est libre de se faire avorter. Est-ce que, quand vous lui avez posé la question, elle vous a dit qu'elle a été violée? Quelqu'un t'a violé? Elle n'a pas été violée. Elle n'a pas été violée. Si la fille a moins de 13 ans, elle peut demander à se faire avorter. Elle a 16 ans. Elle n'a pas moins de 13 ans. On ne dirait pas. Bon, il y a un nota bene. La loi punit tout avortement volontaire qui ne remplit pas l'une de ces 5 conditions citées. Vous voyez? Donc, si vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas passer à l'interruption volontaire de grossesse. Donc, quelque part, je ne sais pas si elle a raison ou bien c'est vous qui avez raison, mais ce que je voudrais vous demander, papa, vous savez, nous au commissariat, on ne peut pas vous conseiller d'aller interrompre volontairement la grossesse parce que nous n'en avons pas les habiletés, nous ne sommes pas médecins, vous voyez. Donc, prenez votre mal en patience, parlez-lui doucement, vous allez la traumatiser. Je crois, elle est en classe d'examen, non? Elle est en 3e. Ça va aller. Hein? Mais elle doit me dire qui l'a enceinté. Oui, mais elle va vous le dire. Qui t'a enceinté, toi? Vous aviez dit que c'est un mécanicien. Elle m'a fait dire que c'est un mécanicien. Après, elle a dit que c'est un maçon. Après, elle dit que c'est un soudeur. Qui t'a enceinté? Bon, ce qu'on va faire, papa, permettez. Tant qu'elle ne me dit pas qui l'a enceinté, je la fous en prison. Voilà. Hein? Qui t'a enceinté? C'est ce que je vous dis. Prenez votre mal en patience, hein, papa. Ce qu'on va faire là, hein? Vous voyez, on est au bord de la voie, les gens nous observent. Vous allez rentrer calmement, hein? Et vous allez discuter avec votre fille. Hein? Vous allez la traumatiser. Regardez, elle ne parle même plus. Hein? Regardez, elle ne parle plus. Demoiselle, devant moi. Ça va aller. Hein? Vous pouvez partir. Devant moi. Allez-y, allez-y. Hein, papa? Quoi? Hein? Ce qu'on va faire là. À quoi ils ont filmé? Filmez-moi encadré. Non, non, non. Filmez-moi encadré. Papa, calmez-vous. Et une imbécile est venu. Papa, ce qu'on va faire là. Quoi? Hein? Ce qu'on va faire, hein? Pour aller très vite, dans le cadre de l'enquête pour retrouver celui qui a enceinté votre fille, je vais prendre le numéro de la fille. Je vais prendre son numéro et je vais voir avec elle qui l'a enceinté. Chef, ça ne marche pas. Je vais m'occuper de la grossesse moi-même. Asia. Bon. Dans quoi de où? Là, vous. Dans quoi de où? Non, 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 c'est dans le cadre de l'enquête. On t'a dit que quelqu'un a enceinté la fille et on ne retrouve pas la personne. Tu dis que de te donner le numéro de la fille. Vous ne voulez pas qu'on continue l'enquête? Ah non, 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 je ne veux plus. Bon. Je vais m'occuper de la grossesse moi-même. C'est ma fille. Ok. Ok. Ah tiens, non. Et aujourd'hui, en profiter. Bon. Tout est moyen. Bon, vous avez choisi. Ni non, moi. Nos grands canals et dans notre rubrique Nos Stars, nous les gens, nous avons un invité qui est un génie. Il vient de rentrer au pays. On n'a pas pu rater l'occasion. On va vous le présenter. C'est de Richard Odrado que je vais saluer. Bonsoir, cher ami, et bonne arrivée. Merci. Voilà. L'inventeur de montres, de lunettes et d'ordinateurs béninois, s'il vous plaît. Béninois, j'insiste pour le dire. Et il a déjà
il collectionne les prix depuis, que ce soit à l'international ou au pays. Par exemple, il a gagné le prix Mathieu Kérékou, le prix de l'innovation à l'international, je crois bien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes très chargé. D'ailleurs, vous avez un déplacement en vue, mais merci d'avoir accepté de nous consacrer un peu de temps. Alors, je vais vous recevoir avec les experts, Michel Tchanou, Rafa Fayon, Dr Gaillet, François Oudo et de l'autre côté, dans mon dos, Konis Yann, on l'appelle. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé concrètement pour ceux qui vous entourent et qui ne savent pas de quoi il s'agit concrètement? Merci pour l'invitation. En termes d'invention, nous en sommes déjà à 2 objets. Le premier, c'est une montre connectée, mais qui a une plus-value que les autres grandes enseignes n'ont pas. C'est l'anti-vol et l'anti-oubli préventif pour smartphone. Aujourd'hui, vous savez, dans nos téléphones, il y a beaucoup de données. Et ces données méritent d'être protégées. Voilà. C'est ce qui fait le plus mal quand on perd son téléphone. Et moi, c'est après avoir perdu mes 2 téléphones à la fois que j'ai pensé à cette solution que j'ai développée ici même au Bénin, que nous avons commencé à produire à l'international. C'est en cherchant des solutions pour vous-même que vous avez fini par en trouver pour toute l'humanité. Ça a été toujours comme ça, et même avec les lunettes. Au volant, quand on est toujours tenté de répondre au téléphone, aux appels. Tout à fait. Mais le problème, c'est que lorsqu'on commence à regarder le téléphone, la question, c'est qui regarde la route? Personne. Donc nous mettons en danger nos vies et la vie des autres. Alors pour ça, nous avons inventé les lunettes connectées qui vous permettent de décrocher vos appels. Donc vous restez connecté, mais concentré sur la route, sans toucher à votre téléphone. Et c'est-à-dire quoi? Qui décroche le téléphone? C'est vous-même. En touchant les lunettes. En touchant, ok, d'accord. Vous faites ça, vous recevez l'appel, vous l'entendez sans écouteur, vous l'entendez dans les branches, vous appuyez sur un bouton, vous décrochez et vous parlez tranquillement. Alors, comment se sent-on dans la peau d'un inventeur, d'un génie? Je vois un Béninois, un jeune comme moi, qui n'a rien d'extraordinaire, mais pourtant qui est inventeur, qui est propriétaire aujourd'hui de projets extraordinaires. Pour pouvoir décrocher son téléphone à partir de ses lunettes, c'est génial. Et qu'est-ce que vous faites pour protéger cette invention dans cet univers dominé par les GAFA et autres? Merci pour cette question. Déjà, de toute façon, je suis quelqu'un qui j'ai jamais eu peur d'être copié. J'adore être copié, ça me permet d'être challengé. Mais nous Merci. Merci. Et nous avons été quand même auprès de filialistes à l'international qui nous protègent dans environ 176 pays. C'est ça. Au Bénin, est-ce que vous avez un espace? Comment on accède à ça? À voir la poche économique que nous avons aujourd'hui, quelle est la marge dans laquelle on se retrouve quand on veut avoir accès à des lunettes téléphoniques? Est-ce que c'est déjà même disponible sur le marché béninois? Oui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons même fait une exposition à Erevan il y a 3 jours. Et on a presque tout vendu. Les gens ont voulu même acheter les produits d'exposition. Donc, si vous avez consommons local, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est intéressant de voir une fusion générationnelle, c'est-à-dire toutes les générations qui viennent nous encourager. Ça. Moi, j'ai envie de dire tout de suite, ceux qui pensent que les Béninois ne sont pas solidaires ou les Béninois sont méchants entre eux, ça, c'est fini. Donc, pour avoir notre Merci pour le partage d'expérience. C'est un retour positif. Alors, vous pouvez nous retrouver. Pour le moment, la vente est exclusive sur notre site internet, www.asworld.tech, ou dans nos locaux qui sont situés à Zongo, en face de la pharmacie Donké, au 4e étage. Et nous comptons installer très prochainement notre showroom physique ici à Cotonou, et dans les prochains mois, certainement, une usine d'assemblage. On va répondre à la question du docteur Gaillet. Elle veut savoir si c'est accessible. Est-ce que monsieur tout le monde peut avoir accès à vos évolutions? Moi, je pense personnellement que si nous sommes 4 fois moins chers que les autres enseignes, c'est que nous sommes accessibles. Notre politique, c'est de proposer des produits fiables, concrets, qui résolvent des problèmes, authentiques, mais à des prix accessibles, parce que nous vendons notre montre à 100 €, ça fait 65 000 francs CFA. La concurrence est déjà à plus de 150 000, 200 000. Voyez, nous proposons des ordinateurs, par exemple, avec un service après-vente optimisé, avec des fonctionnalités très poussées, mais à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes moins chers
à une fourchette de 250 300 000 francs CFA par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Et ça vient du Bénin. Alors, vous avez dit, c'est en voulant régler un problème personnel que vous êtes devenu finalement un inventeur. Vous mettez aujourd'hui les fruits de vos travaux, de vos recherches à la destruction de toute l'humanité. Jusqu'où comptez-vous aller? Jusqu'au sommet du monde. l'Himalaya. En tout cas. J'ai bien envie de voir tous ces jeunes qui vont tout là travailler avec nous. Ah, c'est ça justement. C'est ça justement. Je voudrais vous demander que comptez-vous faire pour partager votre expérience avec vos jeunes frères, vos jeunes soeurs béninois. Voilà. Je vous invite déjà à nous contacter, à venir nous voir. Chez AS World Tech, c'est chez vous. Voilà. Donc le but, c'est vraiment, vous entendez notre slogan, c'est brillons ensemble. Alors, nous voulons... Mais vous brillez déjà assez, je souhaite de briller davantage. Alors, le Bénin a-t-il les moyens de vous conserver? On sait que les pays les mieux lotis, les plus en vue, souvent nous volent les compétences. Comme vous, des génies comme vous, est-ce que le Bénin a aujourd'hui les moyens de conserver son inventeur, ce que vous représentez aujourd'hui? Vous voulez une réponse courte ou une réponse longue? Choisissez. Non, déjà, même est-ce que les autorités béninoises, le ministère des Petits Moyens, quels sont vos contacts, vos rapports avec eux? J'ai été reçu déjà par 3 ministres. Donc, la ministre de tutelle, Mme Aurélie, du numérique. Tout à fait. Et la ministre du Commerce. Qui fait aussi. beaucoup pour les startups aussi. Oui, la ministre du Commerce. Et très récemment par le ministre d'État chargé du plan du développement. Alors, à l'issue de toutes ces rencontres, je peux vous dire aujourd'hui que moi, je suis très fier d'être béninois. Le ministre d'État m'a dit, vous avez refusé des offres en Europe, je sais. Mais, est-ce que quand les milliards vont venir des États-Unis, vous allez toujours résister? Belle question. Je le dis, nous sommes partis avec une vision. Et quand on m'a proposé la première fois, vous devenez français, vous créez une entreprise française, vous faites ci, vous faites ça, j'ai dit non, je suis béninois, je le resterai. AS World Tech restera une entreprise béninoise. Alors, c'est pas facile de prendre une telle décision. Oui, face à tant d'offres alléchantes. En fait, nous ne sommes pas motivés à la base par le gain financier. Non, c'est une vision. Nous avons envie de changer les choses. Nous avons envie de prendre en main notre destin. Nous avons envie de montrer à tout ce monde entier que nous sommes capables. Que dans les fins fonds des villages à Cotonou, ou quelque part en Afrique, au Bénin, pardon, ou quelque part partout en Afrique, il y a des génies qui dorment et qui ont besoin d'être réveillés et célébrés ou accompagnés, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais notre mission va au-delà d'apporter juste des produits, de vendre, au-delà du business. C'est une vision, donc nous allons accompagner notre génération à casser ce mythe-là de pays retardés ou sous-développés. Non, 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 c'est fini. Nous sommes prêts, nous sommes des guerriers, nous sommes des... Vous avez été reçu par des autorités, plusieurs ministres, au-delà des photos, pour peut-être le buzz, etc. Concrètement, qu'est-ce que votre pays vous offre, qu'est-ce que le Bénin fait ou vous propose pour davantage vous aider et vous protéger aussi? Oui, déjà, il y a eu des propositions très concrètes, ça je l'avoue. Et par exemple, l'accélération du projet d'installation de l'usine, ça va créer de l'emploi. Tout à fait. Ça, c'est positif. Et il y a aussi des accompagnements, parce que moi, j'ai dit au ministre d'État, je l'ai dit, nous ne voulons pas des exonérations, non, non, nous voulons contribuer, nous voulons payer les impôts. Par contre, on ne va pas proposer des ordinateurs de ces qualités-là et vous irez acheter des HP ou autre chose ailleurs. Exactement. Ce n'est pas possible. Ça, c'est important. Quand vous consommez nos produits, vous nous permettez aussi de développer le pays et d'être plus grand. Vous permettre par exemple d'avoir accès aux commandes publiques. C'est déjà ça, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je ne sais pas si François Audo... Non, je suis sous le charme de tout ce que j'entends. Et après tout ce que j'ai entendu, je ne peux que le féliciter et lui donner beaucoup de courage pour la suite. Merci. Colis? Oui, j'écoute ce très beau discours. Vous avez dit que vous voulez aller très loin. J'ai envie de vous demander d'où est-ce que vous venez. Ce n'est pas une génération spontanée. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours? Merci. Oui, je vais. Oui, allez. Merci, Colis. Alors, quand on me parle de parcours, moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, ce n'est pas mon parcours universitaire. Non. C'est la plus grande université dans laquelle j'ai été. Ça a été dans l'université de la vie. Ça a été auprès de mon père qui m'a appris dès 14 ans à
être un businessman, à apprécier la vie autrement. Vous voyez? Donc j'ai été déjà jeté comme un bébé d'aigle, vous voyez, du haut, dès bas âge. Et ça m'a donné, ça m'a permis de développer tout le potentiel. Parce qu'après, être un génie ou inventer quelque chose, tout le monde peut être un génie, tout le monde peut inventer quelque chose. Mais vendre ce qu'on fait, ça c'est autre chose. Et c'est ce qu'il faut apprendre à tout le monde. Et c'est ça, moi, mon véritable parcours. Sinon, je suis expert en communication et en marketing digital, ce qui fait que je suis le formateur officiel de Facebook en Afrique et au Bénin principalement. Et puis après, je suis spécialiste en passation des marchés publics. Donc vous voyez que je n'ai pas en fait à la base été... Vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour bénéficier de la commande publique. Hein, comment vous positionnez. C'est pas pour rien qu'il a pu faire une telle offre au ministre d'État. Ah oui, alors, quand on est inventeur et qu'on tient désormais ces outils-là, est-ce qu'on a encore besoin de travailler pour quelqu'un? Vous avez dit que vous êtes formateur chez Facebook. Est-ce que vous continuez toujours de travailler pour quelqu'un? Moi, je peux travailler pour vous aussi. Hein, je travaille pour tout le monde. Ça permet, en fait, ça permet d'apprendre. Et je vous dis, s'il n'y a pas des gens qui travaillent pour d'autres, on n'aura pas d'entreprise non plus. Voilà. Donc, autant entrepreneurs, autant ils sont importants, autant les salariés sont importants et d'ailleurs, c'est les meilleurs. Richard Ogiardo, est-il papa? Oui, je suis père, je suis marié. Ah, d'accord, c'est bien. Je le dis pour au cas où. Merci d'être passé sur ce plateau. Vraiment, merci beaucoup parce que ça n'a pas été facile. Vous avez un agenda très chargé et pourtant, vous avez pu nous consacrer du temps. Merci beaucoup. Mais je vais vous remercier avec nos amis de Radio Univers. Voilà, merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs. Ce sera tout pour le débat d'aujourd'hui dans le Grand Canal. Je vous rappelle, c'est votre toute nouvelle émission sur la chaîne Canal 3 Bénin. Nous vous revenons dans une semaine avec une émission encore plus alléchante, avec beaucoup plus de rubriques et d'autres visages aussi. Je vous rappelle, les experts, c'est une dizaine de gens expérimentés, des gens de grande réputation que vous connaissez très bien, qui partageront avec vous leur expérience, leur grille de lecture par rapport aux différents faits de société qui prévalent chez nous. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le Grand Canal chez vous. Portez-vous bien. Au revoir.